bienvenue dans Faites entrer le film, 11e numéro. Bonjour Vivien. Salut Kev. Bonjour Olive. Salut Kev. Alors Olive, qu'est-ce que ça fait de changer de position? C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question, c'est toi qui as donné le feu vert à l'enregistrement aujourd'hui, c'était bien? Ouais, ça va. J'ai vraiment failli dire salut Olive en plus, tellement j'avais l'habitude. Ouais, mais c'est ça. Non, donc juste pour vous donner des petites infos sur l'intérieur de l'émission, on a décidé de changer tous les 10 épisodes de présentateurs. Donc cette fois-ci jusqu'à l'épisode 20 c'est moi, et puis après on aura peut-être Vivien, s'il Oui, a le bien cœur sûr. à vouloir le faire. Donc Vivien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va partir à l'aventure, explorer les tombeaux égyptiens et trouver les trésors, accompagnés par le plus charismatique des aventuriers à la chemise beige et au revolver. Bienvenue dans La Momie. Ah, Ah. ça vend du rêve, ça vend du rêve. Donc, La Momie, un film de Stephen Sommers avec Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah et Arnold Vosloo, sorti en 1999. Et je pense que tous les trois, on va être d'accord pour dire que c'est un film qui nous a plutôt plu. C'est un bon divertissement. Ah, ouais, j'ai passé un excellent moment, que ce soit au ciné la première fois ou là en le revoyant, c'était vraiment cool. Ouais. Et toi, Vivien, parce que pour le coup, c'est typiquement pas ta génération, ce genre de film. C'est pas vraiment ma génération, en fait, c'est juste avant, mais ça reste quand même un film très 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 bon. En fait, il est très marrant et c'est un film devant lequel j'ai passé un très bon moment également. D'accord. Bon, bah Olivier, vu que c'est ta première, j'ai envie que tu me décrives la première scène du Je film. me sens comme une jeune pucelle qui va passer à la casserole. Oh oui. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Alors, la première scène du film, ça s'ouvre sur l'Égypte antique, avec énormément de CGI, et c'est une scène qui va vraiment nous présenter tout de suite protagoniste et antagoniste, plus ou moins en même temps, avec plusieurs ellipses. C'est une espèce de scène d'ouverture qui s'étire dans le temps. Donc, on est d'abord en Égypte antique, et on va rencontrer Aksunamun, la femme de Séti Ier, le pharaon en place, je crois, à ce moment-là, qui a un amant en la personne de Imhotep. Évidemment, ils se voient en toute discrétion, qui n'est absolument pas discrète. Et ils se font serrer par Séti, et Séti se fait planter. Aksunamun se fait tuer, si ma mémoire est bonne. Elle se suicide. Elle se suicide, c'est ça. Et Imhotep, lui, se faufile, il s'enfuit pour ressusciter quelques jours plus tard sa bien-aimée. Évidemment, ça va pas bien se passer, puisque les gardes du pharaon retrouvent le temple où avait lieu la cérémonie, et Imhotep va être puni un petit peu, on va dire. Coupage de langue, enfermé vivant dans un sarcophage avec des scarabées carnivores. Et définitivement scellé avec vraiment un sarcophage bien foutu, avec une belle clé, etc., qu'on retrouvera évidemment plus tard dans le film. Suite à ça, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, une ellipse temporelle, on se retrouve en 1923, et j'ai beaucoup aimé ce passage de l'ellipse, parce que la caméra reste plantée sur la statue d'Anubis. C'est Et ça. la statue va subir vraiment les affres du temps, avec beaucoup de tempêtes de sable, etc. La caméra va commencer à tourner autour de... Ça fait une timelapse en fait, entre jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. La statue se désagrège, et on arrive en 1923, c'est la guerre. Et là, on est vraiment dans une situation de bataille, fusil contre cavalier moudjahidine. Et présentation de notre protagoniste, qu'on va suivre tout au long du film, que tu as très bien dépeint, Vivien, O'Connell. Péripéties, évidemment ça se passe pas comme prévu, on est très vite confronté aussi à un autre personnage qu'on va suivre pendant le film, c'est Benny, qui est un petit peu le comic relief du film, qui est un trouillard, froussard, fuyeur, menteur. Et nouvelle ellipse temporelle, encore une fois, après une folle course-poursuite de O'Connell qui lâche rien mais qui finit par se faire capturer quand même. On se retrouve 1 ou 2 ans plus tard encore. 2 ans après, où lui, on le voit plus tout de suite, mais on comprend qu'il est en prison. Présentation de l'actrice féminine du film, qui est une rat de bibliothèque, passionnée par l'Égypte antique, et très très maladroite, puisqu'elle arrive à complètement niquer la bibliothèque de la ville où il se trouve, avec un effet domino de toutes les bibliothèques qui s'effondrent les unes après les autres, alors qu'elle était simplement en train de chercher un livre. C'était Ouais. la première scène Wow. du film. Respire, Olivier. Tu peux respirer. T'aurais pu Ça t'arrêter va dès aller. l'Égypte antique et... Mais d'accord, ok, très bien. Oui. Mais juste pour revenir par rapport à... Donc on va dire ces 3 premières scènes, parce que donc comme tu dis, dépeignent plutôt bien
tous les protagonistes de ce film. Et je trouve que comparé à d'autres films qu'on a déjà traités avant ou d'autres, c'est que c'est très bien expliqué en fait. On sait qui va être quoi, qui va être le méchant et pourquoi, quelles sont ses motivations. On va voir et on comprend plus ou moins comment on appelle ça, les caractères de chacun des personnages. Et je trouve que ça nous met directement dans le film. Il n'y a pas de spécialement de temps mort. Et donc, on sait qu'on va les suivre et ça donne envie de les suivre. Mais comme sur les 2-3 derniers films, je trouve qu'on a croqué dans l'émission, où on s'attaque peut-être aussi à des réalisateurs un peu plus quali, tu vois. L'exposition, elle est hyper bien faite et en très peu de temps. Hein. Là, je sais pas combien de temps dure l'entièreté de la première grosse scène, enfin de ces 3 scènes, c'est quoi, une dizaine de minutes, mais c'est-à-dire, on a tout compris. Bah, une dizaine de minutes sur 2 heures, c'est pas déconnant pour une introduction en fait. Non, c'est tout à fait standard, je pense. Ouais, et donc voilà, ça nous permet de comprendre les tenants et les aboutissants. Et surtout, ça nous permet de voir que O'Connell, donc, c'est un gars qui est plutôt sur le terrain. On va comprendre que donc Evelyn, le personnage féminin principal, elle est plutôt cérébrale, même si on va voir que le terrain, c'est un truc qui l'enthousiaste plutôt bien. Et on va rencontrer aussi son grand frère, donc Jonathan, qui a l'air pareil, qui est le deuxième comic relief, mais qui est lui plus dans... On sent que c'est un chapardeur. Et c'est ce qui va lancer toute cette quête en fait. Mais c'est marrant parce qu'on a 2 comic relief presque. Il y en a un chez les gentils, si vraiment on était très basique. Hein. Jonathan, c'est vraiment le comic relief qui va accompagner le héros et l'héroïne. Et on a Benny qui va très vite changer de camp et devenir le comic relief un peu de l'antagoniste en fait. Exactement, et puis en plus, on a l'impression que c'est 2 personnages qui se ressemblent pas mal. Parce ils sont plus ou moins un peu froussards, tous les deux, ils vont tenter de fuir à chaque fois qu'il va y avoir des trucs un peu sujets à la mort, tout simplement. Ils ont tendance à voler, ou à chaparder, si on veut. Et donc, mais c'est des personnages qui sont presque attachants. On sauf Benny, parce que chaque fois qu'il fait un choix, c'est le mauvais. C'est ça. On se dit, bon, bah, c'est vraiment pas de chance. Mais on sent que ce petit groupe de donc O'Connell, Evelyn et Jonathan, qu'on va suivre, on sent que leurs péripéties vont être intéressantes. Vraiment, moi, ce film, je le définis un peu comme un Indiana Jones, mais des années 90. C'est ça. Je l'ai trouvé, on en avait parlé aussi un peu avant d'enregistrer, il est très ancré dans ce qu'on va mettre dans la bulle un peu, ou dans le bocal de cette espèce de culture un peu pulp, les récits pulp, les BD pulp, comme Bob Moran par exemple, ce genre de choses, ou Indiana Jones. Il se passe des choses insensées, mais ça t'accompagne tout du long, c'est très décomplexé en fait comme aventure, et c'est vraiment un film à prendre comme un divertissement, je pense vraiment. Donc ces scènes d'intro nous introduisent aussi à la magnifique bande originale de Jerry Goldsmith. Mais elle est bien, hein, la musique, il y a beaucoup de sonorités arabiques dans tous les thèmes musicaux sur tout le long du métrage, et c'est vrai qu'elle accompagne toujours excessivement bien l'action sans être jamais trop présente. Ouais. Ouais, exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle accompagne bien l'action sans prendre le pas sur celle-ci. Et donc, non, c'est vraiment sympa. Il a composé énormément de musique de film, et donc on a déjà des beaux noms dans la fiche technique du film, avec Jerry Goldsmith pour la bande d'origine. Ce qui est marrant, c'est parce que le casting principal, donc les personnages principaux, sont pas des acteurs ultra connus ou ultra bankable. Non. C'est plutôt des acteurs pas inconnus, j'irai pas jusque là, mais c'est des petits, ils n'ont pas été chercher un grand nom pour la tête d'affiche de ce film, alors que c'est quand même un film qui a 60 millions de budget. Ouais, c'est étonnant parce que bon, après, à mes yeux, je trouve que Fraser, celui qui joue O'Connell, le personnage masculin principal, il est sous-coté en fait. Je trouve que c'est un acteur qui a du talent et on le voit pas assez à l'écran. Ah, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est un très bon acteur et que j'ai connu dans diverses séries et films, et pareil, je trouve ça un peu dommage qu'on ne l'ait pas plus vu à l'écran. C'est Georges de la Jungle, quoi. Ouais, c'est Georges de la Jungle. Et aussi un acteur de Scrubs, cher à mon cœur. Putain, toi, je sais que je te retiens. Hein. Tu sais que vraiment... Je sais pourquoi t'en parles, là. Et... Bref, donc il trouve une carte, on est d'accord. Enfin, Jonathan et Evelyn trouvent une carte dans ce qui va être plus tard la clé. La carte pour trouver quelle ville déjà, Vivien ? Amunaptra. Amunaptra. Du premier coup. Et donc, sauf que Amunaptra est une cité, c'est la cité des morts, je crois. C'est ça. Et surtout, elle n'est sur aucune carte. Et qui de mieux pour les accompagner que quelqu'un qui y a déjà été ? Donc,
Rick O'Connell. Pourquoi on est obligé de faire appel à Rick O'Connell? Parce que l'employeur d'Evie, le bibliothécaire, va accidentellement brûler la carte. Je pense que quand on est bibliothécaire, on ne brûle pas une carte accidentellement, surtout une carte qui date d'à peu près 3000 ans. Ça semble un peu louche. Est-ce que tu as fait des guillemets quand tu as dit accidentellement avec tes doigts? Genre, non, ou... j'y non, ai tu l'as pensé pas fait très fort dans ma tête. Ouais, il me semblait aussi un peu. Ça semble louche. Ça va s'expliquer après. Bien sûr, mais c'est pour dire que, tout simplement, ce qui peut pas être con dans le film va être très rapidement, non, pas très rapidement, mais va être expliqué bien après, bien sûr. C'est expliqué dans l'heure, je crois. Pour l'avoir regardé en cuisinant encore ce midi, je voulais me rafraîchir un peu sur certaines scènes. Dans la première heure, on t'explique après pourquoi, en effet, il l'a brûlé et que c'était absolument pas accidentel. Ça arrive aussi vite? C'est pas dans la deuxième heure? Non, je crois que c'est à 1h04 ou 1h10 maximum de film. Ah ouais? Ah d'accord, Ok. ok. Bah ouais, ça arrive plus tôt que je m'en souvenais. Pourtant je l'ai regardé hier soir, mais bon, c'est pas grave. Et donc il brûle, sauf que on va comprendre que la première scène du film, elle se passe à Munaptra. Enfin, la première scène où on voit Rick O'Connell, lui fait partie des deux seuls survivants avec Benny qui ont donc trouvé cette cité. Et par tout hasard, Jonathan avait volé donc cet artefact à Rick O'Connell qui était en prison. Et il va y avoir un petit passage pour aller le récupérer. Un passage qui t'a fortement marqué, je crois, Kevin. Ouais, non, pas fortement marqué, mais on sent typiquement que c'est très années 90. Le baiser volé pour rester, voilà, le baiser volé de Rick sur Evelyn, donc une agression, hein, tout simplement. C'est typiquement un truc des années 90, parce qu'aujourd'hui, donc ça passerait plus. Même si après, c'est lycée, et donc ils finissent ensemble. Donc on se dit, ah, c'est pas très grave. Ça reste quand même un acte, voilà, c'est pas très charmant, quoi, même si... Oui, mais ça fait partie de tous ces héros réganiens encore. Matrix n'est pas encore passé par là, si tu veux, et n'a pas posé les nouveaux standards, je pense, du héros. Totalement, c'est pour ça que j'ai pas jeté le film, et que c'est pour ça que je dis que c'est un film typique des années 90, en fait. Et donc, Rick doit se faire pendre, doit être pendu, et Evelyn va tenter quelque chose pour le sauver. Donc oui, comment appeler ça? Le chef de la prison, le directeur de la prison va donc prendre... Directeur, ouais, le responsable de la prison, on va dire. Bon, le gros puant là, il va ça. vouloir pendre O'Connell parce que bon, apparemment O'Connell n'a pas été super sympa en prison et qu'il a fait son temps. Sauf que il est le dernier moyen pour Evie et Jonathan de trouver Amunaptra. Et de trouver cette cité et de trouver un fameux livre, le livre de je ne sais plus qui. Le livre des morts et le livre d'or. Le livre d'or. C'est pour trouver le livre d'or. Ah oui, le livre d'or, oui, le livre d'or. Et donc elle va commencer un marchandage. Oui, si ça se dit. Avec le gardien de prison. Le gardien de prison qui va demander ensuite quelque chose d'un peu plus poussé. De type une femme ou une maîtresse en fait. Ouais, il va lui faire comprendre qu'il est seul, il se sent seul c'est un ça, petit exactement. peu dans cette ville. Ouais. Elle rejette l'invitation. Une scène aussi, un dialogue très marrant quand le bourreau demande à O'Connell son dernier désir et que O'Connell lui dit de me détacher et que le bourreau comprend pas et demande la permission de le détacher. Voilà, c'est comique. On est dans un film humoristique et c'est marrant. Et donc, O'Connell va se faire pendre, son cou ne craque pas après une chute d'à peu près 2 mètres de haut attaché à une corde, ce qui Bouclier du héros. Merci Olive, j'allais dire un exploit, mais en effet, quelque chose de presque impossible, je pense, globalement peu probable d'une chute comme ça. Et donc, Evie, par chance, va avoir le temps encore de finir son dialogue de marchandage, qui va se terminer sur encore une fois une petite blague sur l'incompréhension de la langue par le gardien. Evie parle le britannique, le gardien parle l'arabe et un peu l'anglais. Parce que tout ça se passe en Égypte, bien sûr, qui est à l'époque une colonie britannique. Evie demande 20%, le gardien demande 40%, Evie demande 30%, le gardien demande 25%, Evie accepte.
le gardien se rend compte de son erreur et O'Connell est libéré. Respire. Non, et typiquement, ça, c'est le genre de petite scène où donc de l'humour, on va dire, de l'humour simple et qui fonctionne toujours très bien sur moi. Ce truc du 40, 30, 25 et à la fin c'est lui qui se fait avoir. C'est toujours des petits dialogues et je trouve ça toujours sympa, ça amène quelque chose, ça humanise les personnages. C'est ça, ça fait office de remplissage un peu, mais ça fonctionne bien en fait. On est toujours dans le ton, du coup ça passe. Ouais. Et en parlant de ton, Olivier, ça tombe très bien parce que la scène d'après est sur un bateau. Oh là, oui. Et donc, transition de la mer. Enfin, non, ils sont sur le Nil. Ah oui, parce que le ton, la mer, l'eau, ouais, d'accord, je viens de comprendre. J'ai cru que j'allais t'insulter à un moment donné quand t'as commencé à dire Olive, le ton, tout ça. Oh non, j'oserais pas, Olive, j'oserais pas. Ouais. Et donc là, scène très importante dans ce récit. On va rencontrer donc la deuxième équipe de les cow-boys, quoi, les Américains. Qui sont aussi à la recherche d'Amunaptra, du coup. Exactement, qui sont à la recherche de cette cité perdue. Et on va revoir un de tes personnages préférés, Olive, je sais, Benny. Ah, Benny. Non mais moi j'aime beaucoup Benny, il est génial parce que tu sens que c'est vraiment un mec, c'est un loser et on te le présente à plein d'endroits. Quand je reviens juste après sur la scène du bateau, mais à un moment donné quand il est confronté pour la première fois à la momie, donc à l'antagoniste, et ils se retrouvent tous les deux, voilà, il est lui seul avec la momie enfermé, enseveli dans Amunaptra. Et il sort sa croix et il commence à lui mettre la croix devant le nez à la momie en récitant des versets bibliques. Bon, bah, du coup, ça marche pas. Après, il sort sa main de Fatma, je crois, et il récite encore des versets. Jusqu'à ce que la momie reconnaisse la langue arabe, du coup, la langue des esclaves. Et il va l'utiliser, Benny. Donc tu sens vraiment, le mec c'est un opportuniste de première en fait. Il arrivera toujours à s'en sortir. Moi, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, Benny. Et Benny, ça va aussi donc être le deuxième homme qui est revenu d'Amunaptra et qui va aider la team USA à arriver les premiers sur les lieux des ruines. Parce qu'ils sont indirectement en compétition, ça on le comprend très bien quand ils sont tous donc sur le bateau. Il y a la team O'Connell et la team US, qu'on va simplement appeler américains 1, 2, 3, 4, parce qu'ils ne servent à rien, et qui sont accompagnés donc par Benny, qui est le deuxième homme à être revenu de là-bas. Est-ce qu'on pourrait y voir un message historique sur les batailles potentiellement culturelles entre les États-Unis et l'Empire britannique? Je pense qu'il y a peut-être un message sous-jacent, mais très léger. Parce que O'Connell est américain dans le film. Un américain qui parle français en plus. Et anglais. Enfin, oui, du coup. Ouais. Un américain qui parle anglais. Pluriculturel. Ah bah, c'est un Indiana Jones du pauvre, hein, donc il faut bien qu'il ait des trucs pour se démarquer. Un petit peu. Et un truc que je trouve assez marrant dans tout ça, c'est que donc, les deux équipes veulent le même objectif, mais à aucun moment ils vont vraiment se tirer dans les pattes. Non, les Américains sont très respectueux. Hein, Ouais, parce qu'ils parient donc sur ceux qui arriveront les premiers donc dans la cité. Et même après, dans la cité, ils vont toujours plus ou moins, même s'il va y avoir une distance au début, ils vont s'entraider. Ils vont se lancer des fions à la tronche, mais face au danger, finalement, quand les deux équipes ont été quand même vachement réduites, hein, quand le danger est vraiment mis en place, dans l'acte 2 du film, mais à ce moment-là, oui, ils vont se serrer les coudes par obligation, en fait, et ça va plutôt bien se passer. Puis même avant, en fait, dans des films comme ça, où on nous montre deux équipes qui ont un main but, en général, les équipes sont super compétitives. Là, rien que on verra plus tard que le bateau va se mettre à brûler, et donc les Américains sauvent quand même Jonathan, qui est sur le point de se faire tuer par un homme un flamme. Moudjahidine. Ça, c'est les gardiens du secret d'Amunaptra. Ouais. C'est même avant, en fait, il y a une espèce de rivalité, mais presque une rivalité enfantine, une rivalité entre frères, et c'est pour ça que je dis aussi le sort de combat culturel entre les États-Unis et l'Empire britannique, parce que c'est cette rivalité, en fait, mais cette rivalité de frangins, en fait, tout simplement, c'est ça que ça représente. C'est pour ça peut-être que je voyais une sorte d'image, ouais, c'est ça, une image entre les deux pays qui se ressemblent, mais qui en même temps sont un peu rivaux. Parce que là, voilà, c'est très gentil, c'est très mignon, voilà, ils sont gentils, ils se respectent et ils s'entraident, ils se sauvent, en fait, tout simplement. Tu sais que le bateau, à la base, c'était mon moment.
Et toi, t'es en train de tout niquer avec tes histoires de frères et de je sais pas quoi, là. Bon, le bateau il brûle. C'est ça. Donc, chacun est sur une rive du Nil. Et là, ton personnage de Benny va faire le fanfaron. Le Parce qu'il va dire mais c'est nous qui avons les chevaux. O'Connell va juste lui dire qu'ils sont sur la mauvaise rive. C'est ça. Et encore une fois, Benny va comprendre qu'il a encore fait le mauvais Et choix. il le dit d'ailleurs, hein, il le dit. Hein, pourquoi j'ai fait toujours le mauvais choix et en jetant un caillou par terre. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est un moment très drôle, alors que la situation est un peu délicate quand même. Et pourtant, on nous explique même pas, on n'a pas de carte, on n'a pas de référence pour savoir quelle est la bonne berge ou quoi. C'est juste que on est dans les personnages, on suit des personnages qui ont été tellement bien introduits que n'importe ce qu'ils disent, en fait, on sait que eux ils connaissent, on sait qu'O'Connell connaît le chemin, par exemple. Même si ça peut paraître bizarre qu'ils disent ça, parce que nous, on n'a aucun repère, en fait, en tant que spectateur, on suit O'Connell comme Evie ou Jonathan ou le gros qui pue le suivent. Oui, parce que Totalement. parce que le film nous l'a expliqué dès le départ. O'Connell c'est le héros et le héros il connaît le chemin. Point. C'est clair, c'est défini. Donc ça fonctionne. tu le crois. Ouais, surtout qu'il fait nuit, je veux dire. Donc, techniquement parlant, t'es pas censé le savoir tout de suite. Mais comme tu dis, vu qu'on suit ce personnage, on nous a déjà expliqué que voilà, il a des connaissances sur le terrain. Hein, donc tu te poses pas de questions. Tu te dis, bah ok. Et puis donc avoir aussi bien introduit du coup ce personnage en même si très peu de temps, ça permet d'éviter des explications à rallonge par exemple sur un film qui aurait mal introduit ce personnage, aurait dû faire des explications sur pourquoi cette berge là est mieux que l'autre. Là, bah non, parce qu'on a un personnage qui a été bien écrit. Ouais, et puis en plus, donc après il récupère des chameaux, et 5 minutes après, on va dire plus ou moins. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé vraiment très beau, et c'est un film, des scènes qu'on a souvent dans les films qui se passent dans le désert. C'est quand ils avancent où on voit l'immensité du désert. Et je trouve que c'est extrêmement bien filmé. Enfin, ça montre que pas le désarroi des personnages, mais qui sont vraiment au milieu de rien. Oui, le gigantisme du désert est très bien retranscrit, je trouve aussi. Tu sens vraiment qu'ils ne sont rien au milieu au milieu de quelque chose. Ça me fait soulever une question, est-ce que c'est quand même un film qui est rempli d'effets spéciaux un peu partout, même si ça n'a pas vraiment vieilli en fait, c'est toujours Ça passe on reste bien. dedans. Est-ce que toutes ces scènes dans le désert sont des scènes réelles en fait? Bah, je sais qu'ils ont tourné des scènes au Maroc. D'accord. Donc je pense qu'il y a possibilité que certaines scènes soient vraiment filmées, peut-être avec de l'aide des effets spéciaux, mais ça égratigne pas l'œil. Bien sûr, non, c'est ça, c'est pour ça en fait, c'est que ce soit, si ça a été tourné même en intérieur, pas du tout dans un désert, c'est que ça reste magnifique en fait. Non, mais je pense que vraiment ça a été tourné sur place ou une bonne partie de Ouais. ça au Maroc, en Égypte. Pareil, et pour rebondir sur ce que disait Vivien, quand ils sont dans le désert et qu'ils avancent, il n'y a pas d'histoire de carte, il n'y a rien, ils y vont, et à aucun moment on se dit ils vont se perdre. Parce que, comme tu dis, le personnage a été bien introduit, et donc on les suit, et puis on se dit, bon, ils arrivent bientôt. Et là, scène encore un peu marrante, c'est ils vont se retrouver en face des Américains. Il y a Amun Aptra qui sort presque du sol, hein, parce que c'est avec le lever du soleil qui fait qu'on la voit. Petite course. Benny et O'Connell sont aux premières places. Et Benny va encore faire le mauvais choix de taquiner O'Connell. Sauf que Benny, il faut qu'on t'explique quelque chose. Quand tu es dans un film et que tu attaques au héros principal, obligé, tu vas perdre. Et puis en plus, bon, le comédien qui campe Benny, il est taillé dans une chips, hein, donc O'Connell, c'est quand même une masse, tu vois. Et donc masse versus chips, normalement la chips perd, et c'est ce qui se passe. Et donc ils arrivent à Amun Aptra. Est-ce que vous voulez avancer un petit peu pour qu'on passe directement à... Moi, il y a juste une phrase que j'aime beaucoup. C'est d'un coup, donc les Américains sont entre eux et ils vont se dire, putain, ils ont l'air d'être plus avancés. Les Anglais, ils passent. Et t'as donc l'égyptologue américain qui va faire la remarque du non, mais ils sont avec une femme. Vous pensez vraiment qu'une femme sait des choses? Ce qui est assez cocasse, hein, parce que je pense que la personne la plus intelligente et celle qui a le plus de connaissances dans tout ce camp, ça reste Evelyn. Clairement, C'est fait par une transition ça, quand il dit que
Non, mais ils sont conduits par une femme. Quelle femme peut savoir des choses, machin truc? Et transition sur Evelyn qui est en train de décrypter des hiéroglyphes, en train de lire des trucs, de placer des miroirs de telle sorte à réfléchir de la lumière. Enfin voilà. Et cette transition, j'ai trouvé très bien en fait. Oui, c'est une transition qui fonctionne très bien pour nous expliquer un point en plus de la bibliothécaire et de la pseudo-aventurière. On est sur une femme qui a étudié et qui connaît par cœur l'Égypte. C'est ça, parce que elle est présentée comme une rat de bibliothèque qui justement se voit refuser des postes parce qu'elle n'a pas assez d'expérience du terrain. Du coup, ça équilibre complètement le personnage, je trouve. Ouais, totalement, totalement. Et donc, tu voulais avancer, Olivier? Il y avait une scène que tu... Non, je voulais qu'on arrive à la momie, en fait. Parce que, bon, là, on a beaucoup parlé des personnages. Ce serait cool qu'on avance, finalement, dans le... Ouais, totalement. Donc, il trouve le sarcophage par une intervention de Jonathan qui fait des conneries encore. Il joue au golf, il fait pas des conneries, il joue au golf dans un environnement potentiellement dangereux. Avec une pioche. Parce que Et tant des qu'à cailloux. faire, ça reste Jonathan. Quitte à être con, autant y être jusqu'au bout. C'est ça. Donc, sarcophage qui tombe. Ouverture grâce à la clé. Et là, on va... Donc, petit jumpscare qu'on attendait tous, mais qui oui. arrive. Et la momie qui est là. Enfin, ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste et qui est très suintante, ils le font remarquer d'ailleurs, hein, que comme si elle était toujours en décomposition malgré les 3000 ans qu'elle est passée dans le cercueil. Et ils expliquent aussi très bien que c'est pas une momification ordinaire. Ils comprennent cette momie a été enfermée de son vivant dans le sarcophage parce qu'il a même laissé des inscriptions avec ses ongles à l'intérieur du coffrage, etc. Donc ça te plante déjà le truc. Surtout que nous, on a vu déjà Imhotep avant, tout en chair dans la présentation, et là on sait on le retrouve. Lui aussi c'est devenu un peu une chips quoi. Donc il a bien séché. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire après de cette momie. Oui, exactement. Donc voilà, petite péripétie. Evelyn va chercher donc le livre des morts Ah, Le vol. pour l'ouvrir et pour le lire. Le livre des morts. Alors, Kevin, qu'en dis-tu de lire ce livre des morts qu'il ne faut pas lire? Bah, c'est pas qu'il faut pas lire, c'est qu'il faut pas le lire à voix Allez, haute. champion. Et l'égyptologue lui en fait la remarque. Pour le coup, il lui dit non, pas à voix haute. Et après, donc les plagiés. Mais il y a un truc que je me suis dit parce que donc livre des morts, je me suis dit ils ont besoin de 5 âmes pour que les démons soient gentils. Et surtout, deuxième remarque que je me suis fait et que j'ai fait à Olive, ils ont pas de scotch. Donc private joke qu'il faut se revoir Evil Dead pour comprendre. c'est ça. Ah oui, Mais c'est vrai, c'est sans vrai, en scotch, normalement on survit pas face au livre des morts. Ah oui, normalement, c'est ça. Hein. Dans Evil Dead 2013, David, il met du scotch partout, quoi. Même quand son copain il est coupé en deux, il veut le réparer avec du scotch. Allez, on avance. Donc, Evie lit le livre des morts et réveille donc la momie. Non, qui elle va réveille le vent au départ. Hein. Il y a juste. Ouais, mais c'est pas la première fois que le vent est réveillé. Dès qu'on Non, parle c'est un vrai. peu de paranormal, en fait, et ça me fait arriver du coup à un retour à la première scène, ou aux premières scènes, c'est que dans un film, quand on nous présente l'Antiquité avec du fantastique, ça passe. Et ensuite, dans le reste du film, qui se passe dans le présent, on oublie le fantastique jusqu'à ce que ça revienne. Dans ce film-là, on nous présente l'Antiquité avec du fantastique, donc ça passe. Sauf que scène d'après, on nous remonte du fantastique, de nos jours. Et c'est une des déceptions en fait du film, même si c'est très bien fait avec un effet de sable un peu mouvant qui forme une tête et tout ça devant O'Connell. C'est très bien fait, c'est très joli, mais ça reste un peu dommage de nous montrer que même aujourd'hui en fait on aura zéro surprise sur le fait que le paranormal existe en fait. Et du coup le paranormal, voilà, il y a un livre, dès qu'il parle de paranormal, il y a du vent qui souffle. Donc voilà, c'est un effet comique, mais c'est sans surprise en fait. Et je trouve ça un peu dommage. C'est volontaire en fait, c'est pour nous réancrer, nous réancrer dans le film et pour encore une fois faire comprendre aux spectateurs qui mangent le film qu'il va se passer quelque chose. C'est comme un détonateur en fait, mais c'est des boutons que les réalisateurs de films vont utiliser à chaque fois. C'est des mécaniques, c'est une mécanique très bien huilée, hein, les films hollywoodiens, et ça fonctionnera toujours de la même manière. Que ça déplaise à certains ou aux initiés parce qu'on devine les choses à l'avance ou quoi que ce soit. C'est la recette hollywoodienne qui est comme ça. Elle lit le livre des morts, il faut qu'il y ait un truc, donc là en l'occurrence le vent,
qui nous ramène dans ah oui, c'est vrai qu'on regarde un film La Momie et qu'il va se passer quelque chose. D'ailleurs, il va se passer quelque chose puisque le vent se lève, les Moudjahidines les reprennent d'assaut et du coup, ils se retrouvent américains, enfin Team US et Team O'Connell enfermés dans le temple d'Amun-Ra. Et il y a même un gars qui va perdre des yeux. Et la langue. Et une langue, tout à fait. C'est c'est l'archéologue. Oui, non, l'archéologue. C'est l'archéologue un US. des ricains. C'est américain numéro 3. Ah, à c'est peu ça, près, c'est voilà. ça. Qui va perdre ses lunettes. Benny, bon, ce con, va écraser ses lunettes. En fuyant. Toujours. Parce que qu'est-ce qu'il ne le fait pas en fuyant. Et donc, il va se faire une scène très, très bien, en fait, que je trouve vraiment bonne, où il y a vraiment une tension, où on est là où il y avait un gros mouvement de panique, un mouvement de foule, en fait, tout simplement. Cet Américain, tout seul, sans lunettes, il ne voit rien, on voit des ombres apparaître un peu, on nous floute aussi un peu la vision à longue distance, enfin on nous floute, on nous met un effet de brume un peu, de flou, et du coup il va se faire attrapé par la momie, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on va le revoir en effet lorsque poursuite de Scarabée, si je me trompe pas, Oui, Evie c'est ça. tombe à travers un mur, et elle va le croiser de dos, petit effet horreur, jumpscare, où il va se retourner avec un effet encore très sympathique, sans ses yeux. C'est ça, il est énucléé et on est confronté à ça pleine face caméra. Et pourtant, c'est pas gore, enfin, il y a pas des fusions de sang, il y a pas de... Voilà, mais c'est juste, on va dire, c'est propre, en fait. Mais c'est un truc que tu peux dire dans tout le film, en fait. Même quand ils vont... Enfin, tous les effets de la momie, quand elle va tuer les Américains un par un, et qu'ils vont tous se retrouver momifiés eux-mêmes. Ouais. C'est des effets qui sont pas gore, mais c'est des effets qui rendent très bien, en fait. Mais c'est le genre d'effet qu'on voit dans les Indiana Jones, par exemple. C'est pas des effets spécialement gore, sauf dans certains Indiana Jones qui ont vraiment été à fond. Mais la plupart du temps, voilà, c'est comme quand les nazis se font squeletter par l'Arche perdue. Mais dans chaque voilà, Indiana Jones, il y a un moment totem en fait. Il y a une scène totem où il va y avoir il y a une scène un peu plus violente. C'est les nazis qui se font liquéfier avec l'arche. C'est l'arrachage de cœur dans le Temple maudit. Et dans le Graal, ce serait quoi? Tiens d'ailleurs. Bah, c'est quand il voit le mauvais, là. Ah oui, c'est ça. Et pareil, il se liquéfie aussi. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça, c'est aussi c'est parce que le film est tout public. Oui, alors il y a une version non censurée quand même. Je crois que celle qu'on a pu avoir, c'est la version censurée. Il doit y avoir certaines scènes un peu plus trash qui ont eu une censure, je crois. Et moi, ça m'a fait un peu peur, moi, de le revoir. C'est marrant parce que j'avais peur que le film ait mal vieilli, en fait. Parce que en 99, la CGI, c'était pas un truc les effets visuels numériques, c'était pas quelque chose qu'on utilisait vraiment beaucoup. Et là, on a tout un personnage, enfin, le premier tiers où vraiment la momie est réveillée, avant qu'il reprenne une apparence plus humaine, qu'il reprenne l'apparence d'Imhotep, est entièrement faite de CGI, avec en plus des interactions avec les autres comédiens. Oui. Et j'avais peur que ça ait un peu mal vieilli, et ça passe bien. Mais ça passe même très bien, en fait. Hein. Ouais, le seul petit truc que j'aurais à dire là-dessus, c'est que la momie fait un peu cartoon au début. Oui, un peu. C'est Ouais. les yeux, je pense. C'est les yeux un peu exorbités c'est ça. qui apportent un côté Ouais. cartoonesque. Ouais. Et le seul effet spécial que je trouve un peu... Enfin, qui est moins bien fait comparé à tout le reste, c'est la toute dernière... Enfin, une des dernières scènes où il y a la destruction de la ville. Alors, Ah oui. Tu sais, où elle est où elle enfin, elle tombe sur elle-même. C'est juste là que je trouve que c'est pas très bien fait. Mais après, pour l'époque, il n'y a pas de problème. On en parle maintenant. Bah parce oui, de que toute façon, maintenant ça y est, on est on dedans, parle donc des- on peut éclater, Oui. le podcast. Et maintenant. puis, on parle des effets visuels. Quand il y a comment on appelle ça, la vague le mur de sable, mhm. j'ai trouvé ça super bien fait quand même. Ouais. pour, Oui, parce que à l'époque, gérer autant de Même particules, aujourd'hui, ça a très bien vieilli, et même la tête qui apparaît dans le sable, toute cette partie-là, ça reste crédible, ça passe bien. Mais j'ai juste eu une question, moi. T'as toujours une question. Je sais. Avec cette histoire de mur de sable. Pourquoi Winston, Winston, un personnage qui a été introduit comme étant un alcoolique de la Royal Air Force, et qu'une seule envie, c'est de mourir dans un avion, ce qui va lui arriver. Hein. Et pourquoi il prend pas d'altitude? Attends, on est sur un avion très âgé, on est sur un avion qui date d'après la Première Guerre mondiale.
Ouais, mais tu vas pas me dire que l'avion il peut qu'aller qu'à 15 mètres de hauteur. Mais t'en sais rien, toi, de la hauteur du mur de sable. Tu l'imagines, mais elle est pas de 15 mètres de haut. Moi, je l'imagine plus comme un 100 mètres de haut. Et un avion comme ça, à 100 mètres de haut, vu le pilote et vu le nombre de personnes Bah, dans l'avion. quand il y a quand tu vois les scènes avec, enfin, en gros plan, tu vois que c'est pas très haut. Non, Enfin, c'est ça, que hein. l'avion n'est pas très haut. Je dirais allez, pour se donner plus une râteau qu'une fourchette, un râteau qu'une fourchette, je dirais entre 15 Allez. et 50 mètres le maximum, toi, de hauteur, et encore. Ouais, et encore, moi j'aurais dit 30 mètres maximum. Donc tu te dis, pourquoi ils tentent pas? Parce que ce qu'ils tentent de faire, c'est des loopings à l'intérieur du truc. Enfin, des tonneaux à l'intérieur du truc. Je veux dire, certes, c'est très, très, très sympa, mais peut-être il avait juste envie de mourir. C'est un suicide Il a envie de mourir. assisté, en fait. Il a envie de J'ai une réponse. Moi, j'ai une réponse. Il peut pas voler très haut puisqu'il a 2 espèces d'imbéciles qui sont scotchés sur chacune de ses ailes. Exactement, ils sont Hein 4 dans un avion à 2 places. Parce qu'il y a donc, comment il s'appelle? Il y a Winston qui pilote, il y a O'Connell qui est à la tourelle, À la batteuse. à la batteuse. D'ailleurs, il va tirer sur du sable. On n'en Ouais. parlera pas. Et vu qu'il n'y a pas assez de place, mais qu'il y a quand même le gardien d'Amoudaptra, donc le guerrier Moudjahiding et Jonathan, ils les ont juste sanglés plus que scotchés aux 2 ailes de l'avion. Comme j'avais dit tout à l'heure, on est dans un film qui est très ancré dans la culture pulp, donc du coup ça fonctionne, on se pose pas de questions. C'est-à-dire quand Indiana Jones il saute d'un avion dans le Temple Maudit sur un bateau gonflable et qu'il atterrit sur un glacier et qu'il descend, c'est strictement impossible. Mais dans le cadre du film, ça fonctionne, on le tolère, d'accord, ça passe, voilà. Mais ça peut peut-être juste expliquer, d'un point de vue monsieur premier degré, tu vois, d'un point de vue, pourquoi est-ce que l'avion ne peut pas voler très très haut. On est sur un vieil avion de 4 places qui... oula non, justement 2 places, de la Première Guerre mondiale. Un vieux truc qui a pris des années dans le sable parce que Winston, vu son gros bidou, je pense pas qu'il est encore très, très actif dans l'armée. Il sait conduire un avion, mais un avion comme ça, je pense pas que ça puisse voler super bien. Tu avec critiques un- parce que t'es taillé dans un cure-dent, mais tu verras quand t'auras passé 30 ans. Ouais, j'ai entendu, je suis pas convaincu, on va passer à autre chose. Et vaincu, c'est énorme hein, quand même. Oui. Ah, voilà. Donc, J'ai fait un dab, je te promets, j'ai dabé. McFly et Carlito, donc à bien se tenir. On arrive, 177 apodés, mes gueules. Bibim. Google it! Google it! Google it! et donc Les effets visuels. Imhotep, accompagné de Benny et de Evelyn, il a retrouvé forme humaine parce qu'il a buté les 4 et puis absorbé les 4 Américains. Oh, scène du chat. Oui, et Scène puis du chat, ouais. oui, vas-y, Scène du chat. vas-y, on t'écoute. Non mais c'est parce que c'est ma scène préférée du film. Je sais pas pourquoi j'aime cette scène. Parce Mais que on apprend que- t'es le frère de ta sœur et que ta sœur adore les chats et que vous avez toujours eu des chats. Et donc t'aimes les chats? C'est probable. Mais donc on apprend au cours du film que Imhotep a peur des chats. Parce que les chats c'est très important dans la culture égyptienne et égyptienne antique justement. Et que Imhotep sous sa forme non définie, enfin sous sa forme encore un peu momie, donc quand il n'a pas encore absorbé tous les Américains, oui parce qu'il les absorbe avec une paille, il a peur des chats. Et donc on a une scène où il va presque violer en fait Evelyn. Enfin c'est plus de l'amour. Est-ce qu'on peut... Ouais, je sais pas, j'ai pas trop envie de détailler Violet, là-dessus. t'es un peu fort. Il va l'embrasser dans son sommeil et elle va se réveiller Ok. et le repousser. Mais bon, c'est pas non plus. C'est un autre baiser volé un peu à la sauvage. Ouais, donc en gros, il va embrasser avec sa bouche en décomposition Evie. Donc O'Connell va rentrer et va montrer un chat. Et Imhotep. Imhotep, voilà, merci, pardon. Va avoir peur et je trouve cette scène juste hilarante. Rien que tous les moments d'interaction entre O'Connell et soit des momies, soit Imhotep, je trouve ces moments-là géniaux. Quand O'Connell, 2 fois ça arrive dans le film, où une fois Imhotep va crier et O'Connell va crier lui aussi en essayant de l'imiter, et une autre fois où O'Connell va crier devant des momies et les momies vont crier encore plus fort et il va Oh. s'enfuir. Ouais, On parce dirait qu'en vraiment des chiens en fait qui s'aboient dessus. Et les C'est- momies c'est- en plus c'est très marrant. laissent entrevoir c'est même plus des bouches, c'est des gueules en fait, des énormes Ouais. gueules. Et donc du coup, oui, ça crée plus fort. Moi, il y a une scène que j'aime bien dans ce film. Je vais parler un peu. Il y a une scène que j'aime bien dans ce film parce qu'elle est marrante. C'est bon.
Imhotep a retrouvé son intégrité, sa forme complète. Il a jeté les différentes plaies sur l'Égypte, comme dans les écrits. Et c'est la plaie de la peste, où il a donc fait de tout le peuple de la ville qui est ses esclaves. Et O'Connell, Jonathan et Evie sont poursuivis, et eux sont en voiture. La voiture s'arrête à un moment donné. Evie décide, pour laisser la vie sauve à son frère et à O'Connell, de partir avec Imhotep pour que Imhotep puisse ressusciter Aksunamun, sa promise. Et avant de partir, Imhotep dit à ses esclaves, bon bah maintenant les autres, tous ceux qui restent, vous me les tuez. On est dans une ville du désert. Et O'Connell leur jette une torche, parce qu'il avait que ça sous la main. Non, mais il vraiment... jette 3 torches dans le film. Il adore jeter des torches. Ouais. Ils sont vraiment encerclés, ils sont vraiment acculés. Et O'Connell, d'un seul coup, soulève une plaque d'égout, parce que pourquoi pas. Ils se jettent tous dedans, ellipse. Ils sont dans le désert, ils arrivent chez Winston tranquille en bagnole. Mais vraiment tranquille, hein, parce que quand tu vois O'Connell conduire, il a le bras posé comme papa sur la portière, c'est la fenêtre baissée, et ils arrivent chez Winston tranquille. Et j'ai beaucoup aimé ce passage parce que limite tu t'attendais à ce qu'il y ait tout un passage dans les égouts. Et non, j'ai ellipsé et on arrive directement chez Winston après. Non, et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont la même voiture qu'ils avaient encastrée dans une espèce de. Enfin, dans un truc juste avant. Oui, c'est ça, il avait encastré un truc dans un souk, quoi, globalement, un truc un peu comme ça. Mais ça m'a fait beaucoup rire, cette scène-là m'avait fait beaucoup rire. Non, mais c'est parce qu'avec toutes les scènes qu'il y a eu sur les égouts dans les jeux vidéo, ils se sont dit on va pas la rajouter celle-ci. Non, et puis finalement, elle aurait servi à rien. Tant mieux. Exactement, parce que ça aurait été juste une course-poursuite, ce qu'on vient déjà de voir depuis 5 minutes. Et on n'est pas dans un film de zombies non plus, il faut arrêter avec les... Voilà, on est dans un film où on veut voir la gentille demoiselle se faire sauver par le héros. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est... Ouais, et typiquement, la façon dont le recteur du musée, je pense, se fait engloutir par les... Ça fait vraiment très zombie pour le coup. Oui, ils sont un peu zombifiés, hein, puisqu'ils se sont tous devenus des pestiférés, et ils sont envoûtés par Imhotep. Dans cette scène-là, il y a un truc que j'aime bien, c'est quand donc, Jonathan fuit pour aller chercher la voiture et qu'il voit une porte s'ouvrir avec tous les espèces de zombies. Ah oui. Et qu'il les voit et qu'il fait... lui aussi. Ouais, c'est ça. Imhotep. Il se transforme lui-même en zombie. Toute la foule passe. Il se dit, bon ok, c'est bon, je peux y aller. Et c'est des petits trucs, des petites scènes humoristiques que je trouve assez sympas et bien implantées. Mais ça détend en fait, ça détend l'atmosphère qui pourrait être un peu lourde. Qui casse pas du tout le rythme. Non mais l'humour dans ce film est spécial, il est très bien fait, on en reparlera après. Et donc, on arrive vers le dénouement final. C'est ça, ouais. Imhotep veut sacrifier donc Evelyn pour réveiller... Pardon. Sur cette scène, oui. Tu viens de dire qu'il voulait sacrifier Evie. On est d'accord qu'au début du film, pour réveiller sa maîtresse, il n'avait pas du tout besoin d'un sacrifice. Non, il a juste besoin des organes. Oui, mais des organes de sa maîtresse. Ouais, mais quand tu regardes bien, tu sais, normalement, ils sont dans les petites statuettes. Ah oui, et les statuettes sont pleines de poudre, c'est vrai. Non, mais oui, ouais, d'accord. Et surtout, t'en as une ou deux, je crois, qui est cassée. Ouais, d'accord. Oui. J'avais pas compris cette partie-là du film. Ouais. Je pense qu'il a besoin d'un sacrifice pour pouvoir finaliser donc le réveil d'Aksunamun. Exactement. Et donc, il va pas réussir parce que Rick vient sauver la demoiselle en détresse, accompagné de son sidekick rigolo. Jonathan. Son frère. Jonathan. Et avant ça, oui, c'est vrai qu'ils ont retrouvé le livre d'or. Le livre d'or, donc lui qui permet de contrer le livre des morts. Ah, le livre d'Amon-Ra. Amon-Ra. Oui, d'Amon-Ra. Ah putain. Tu étais presque. J'étais pas loin. C'était ton moment, Vivien. C'était ton moment. Fallait que tu brilles à ce moment-là, Amon-Ra. T'avais réussi à dire. Amunaptra. Ouais, je vais pas dire. Ouais, voilà. T'avais Amunaptra, t'avais Aksunamun, t'avais Imhotep. Il te manquait plus que celui-ci, le livre de Ra. Ah, dommage. On y arrivera le prochain épisode. On fait un truc sur oui ou un truc comme ça. C'est un truc vraiment facile, cadré, simple, avec des noms monosyllabes. On va essayer de te trouver un truc génial. On te fera un film de Luc Besson. Tiens, voilà, ce sera très facile. Je crois qu'on l'a perdu. Vas-y, Kev. Et donc, il y a cette scène où
donc il vient sauver Evelyn. Evelyn, ce que j'aime bien, c'est que la scène se découpe en plusieurs parties. Donc il va y avoir Rick O'Connell contre les momies. Jonathan qui va tenter d'ouvrir le livre, De rap. donc le livre d'or. Et Hang Sunamun qui va poursuivre Evelyn. Et ce que j'ai bien aimé, c'est donc au moment où Jonathan arrive à lire et contrôle les momies, la façon dont Hang Sunamun est tuée, donc on la voit pas elle-même se faire tuer, mais on la voit se faire transpercer face au mur, donc avec ce jeu d'ombre. Et je trouvais ça vraiment sympa en fait. C'est un écho à la première scène où elle se suicide en fait. Elle se suicide pareil Exactement. sous forme d'ombre. Et je trouvais ça vraiment sympa, en plus de la scène de bagarre avec Rick O'Connell qui est assez marrante, hein, parce que c'est pas de la vraie bagarre, c'est plus du... Mais il se fait défoncer. Ouais, et puis même, tu sais, la façon dont quand il tue les deux momies, une qui est derrière lui mais qu'il n'a pas vu, qui Ah oui, bien transperce, sûr. tu sais, tout ce genre de trucs. C'est vraiment ça fait très cartoonesque. cartoon, en fait. Exactement. Ouais. C'était le monologue de Kevin. Cette scène-là, elle est hyper bien ficelée. L'acte 3, en fait, est hyper bien ficelé, je trouve, parce qu'il est lui-même découpé en 3 actes, en fait. Tu vas vraiment suivre les 3 protagonistes dans chacun leur petite aventure d'action. T'as O'Connell contre les momies, t'as Jonathan qui fuit en essayant de déverrouiller le livre parce qu'il faut qu'il récupère la clé sur Imhotep. Et après, il faut qu'il le lise, et bon, il a quelques lacunes en égyptien. Hein. T'as la séquence d'action aussi avec Evie. Et toutes ces 3 séquences-là sont dispatchées, enfin éclatées, hein, c'est vraiment très cuté. Et au final, ils se retrouvent tous les 3 au même endroit pour la résolution, en fait, c'est-à-dire de re-rendre Imhotep mortel. C'est-à-dire c'était tellement dispatché, comme tu dis, qu'on avait vraiment l'impression que, même si on savait que les 3 personnages étaient dans la même salle, on avait l'impression qu'ils étaient limite dans des salles différentes, en fait, que ça se passait Oui. à 3 endroits différents. Et pendant ce temps-là, Benny vole le trésor. Vole le trésor, Mais est un peu le avare. met sur un chameau, revient, et c'est lui qui fout le bordel en fait. C'est ça, ouais. Et il va actionner le piège, enfin un piège qui détruit la ville. Et n'empêche, le piège il est quand même sacrément pas bien caché. Regardez, ça c'est un levier. Appuyez dessus. Hop, destruction dans 30 secondes à peu près. C'est ça. Non, j'aime bien ce côté, la mort en fait, enfin la mort dans la non-mort de Imhotep, parce que les 3 protagonistes récitent l'incantation et ils le voient toujours vivant en fait. Enfin pour eux rien n'a changé visuellement et juste c'est Evie je crois qui fait la réflexion en disant non il est toujours là mais il est redevenu mortel et bon après il se fait lyncher. Hein. J'ai bien aimé ce petit côté où, en récitant l'incantation, tu dis bon ça y est, c'est plié. Imhotep va mourir. Fin de destruction de la ville et puis fin de l'histoire. Et le fait qu'il n'y ait pas presque un acte 4, mais juste un merde on l'a tué mais il est encore là, ça a bien fonctionné sur moi en fait. Par contre, il y a juste un truc, comme tu dis, donc son immortalité s'est fait voler, on va dire, enlevé par un chariot à 3 ou 4 chevaux. Donc je suppose que c'est 4, ouais. quelque chose dans la culture égyptienne antique. Je sais pas si vous avez cherché. Non, j'ai pas cherché parce que de par mon métier, je sais que il y a une. Je connais cette j'allais dire cette figurine, mais cette image d'un dieu sur un chariot avec plusieurs canassons. Mais ça n'a rien d'historique, hein, par contre. Hein, voilà. Donc d'ailleurs, si vous le savez, si les gens vous savez ça, parce que là, on va peut-être pas chercher maintenant. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc après ça, la destruction de la ville, Benny qui meurt et pareil, c'est très suggéré. Enfin, vu comment la ville est détruite, je pense qu'il se fera tuer peut-être avant par les scarabées ou pas. Oui, on a déjà vu quelqu'un se faire tuer par ces scarabées, on sait comment ça se passe en fait. Ah, c'est pas très beau. Voilà, hein, c'est pas très beau. c'est pas très Non, beau. c'est jamais très sympa. Et donc, scène de fin, ils sont sur des chameaux, sur un beau paysage, fin du film. Et donc, plutôt bon moment en fait. Oui, très agréable à voir et à revoir, hein, parce que moi, ce film, j'ai dû le voir 5-6 fois dans ma vie, je pense. Et non, toujours un aussi bon moment. Ça fait partie de ces films, comme j'avais déjà dit une fois, que tu peux regarder avec ton gamin, hein, 10-12 ans, tu vois, mais voilà, tu peux c'est des moments que tu peux partager en famille presque, même si, bon, il y a 2-3 moments de bravoure. La momie peut impressionner un petit peu.
finalement, il y a tellement de ressorts comiques qui sont utilisés que dans l'entièreté du film, tu peux le regarder avec des enfants voilà, de 10 ans et plus, ça passe crème, tu passes un bon moment. Et visuellement, ça n'a pas pris trop de rides non plus, quoi. C'est vraiment, vraiment chouette. Non, ça reste joli. Puis tu disais le comique qui désamorce un peu le trash, on va dire, parce qu'il y a quand même des moments vraiment comme voilà, c'est comme dans Indiana Jones où le comique, vraiment, il enlève le côté vraiment gore, le côté qui fait peur. Mais un comique aussi qui n'existe plus trop maintenant, hein. Alors j'ai entendu ça et je ne sais plus qui sur YouTube. Tu sais ce dont tu nous parlais avant qu'on enregistre. Exactement. Alors Kevin m'a dit, nous a dit avant qu'on enregistre, que ça pouvait venir d'une vidéo du Fossoyeur de film. C'est Et, possible, ouais. Si c'est le cas, je mettrai en fiche dans ce que tu vas dire au-dessus. Enfin, à ce moment-là, je mettrai aussi en fiche le lien pour les personnes qui veulent voir la vidéo concernée. Parce que ce sera beaucoup mieux expliqué, je pense. Mais pour expliquer rapidement, la grande différence entre La Momie et donc La Momie 2, un film qui sortira plus tard, en plus des effets spéciaux, c'est l'humour. L'humour dans La Momie est un humour qui fonctionne tout le temps et qui fonctionne, je pense tout le temps pour vous aussi, de tous les âges et qui fonctionne très bien parce que ça utilise une technique où il y a le moins de cuts possible. C'est-à-dire que du début à la fin, les blagues, on te les montre d'un seul point de vue en fait presque. Au début quand le cheval s'en va et qu'on a juste un petit travelling qui ramène sur les personnages, ou la bibliothèque qui s'effondre mais c'est juste une caméra qui tourne sur elle-même, et tout le long du film on a donc cette comédie sans cut en fait, comme je pourrais l'appeler, fait par un magnifique montage. Donc j'ai deux noms de monteurs du film, Bob Duxey et Kelly Matsumoto, hein, à qui on doit du coup cette magnifique comédie en fait. Ce montage crée aussi une comédie spéciale, et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, et même dans les films La Momie qui vont suivre, n'existe plus du tout en fait. Maintenant l'humour est cuté, l'humour est séparé par des cuts, des changements de plan, des changements d'image, des changements de position, et du coup c'est un nouvel humour qui naît mais qu'on regrette un peu à l'ancien. Ouais, en fait, c'est ça. Enfin, pour essayer de canaliser un peu, de contenir ce que tu dis. Sur ce film, La Momie, l'humour est filmé presque, comme tu dis, alors peut-être pas en plan séquence, mais est filmé plan large. C'est-à-dire qu'on a les intervenants et c'est le sketch qu'on va voir est en un seul plan. Mais large, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde. Il n'y a pas un plan sur l'élément déclencheur du sketch, un cut, un plan sur la personne qui va réagir peut-être à ce sketch, encore un cut pour avoir un grand angle sur la réaction générale. C'était lissé dans un seul et même grand plan. Et aujourd'hui, non, on n'a plus ça parce que la grammaire du cinéma, elle a évolué en fait entre 99 et les standards d'aujourd'hui, 2020-2021, c'est de l'ultra cut. On ne peut plus faire, et Matrix est un peu aussi responsable de ça. On peut plus faire ce genre de film maintenant parce que c'est ça, la grammaire du cinéma a évolué. Et maintenant, la moindre scène d'action, le moindre sketch, le moindre truc, t'auras présentation, un cut, une insert, un recut, un grand angle, un machin, parce qu'il faut donner du dynamisme, beaucoup plus de dynamisme qu'avant. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, ou que je l'interprète en tout cas. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et puis on le voit tout simplement entre La Momie 1 et La Momie 2, qui est réalisé par le même réal. Mais on sent que il n'y a pas la même patte. C'est ça qui est intéressant aussi, oui. C'est beaucoup plus cuté. Enfin, on suit moins. On sait, parce que dans celui-là, comme vous dites, les plans larges, on laisse vivre en fait les personnages. Oui, ils respirent dans le cadre. En fait. Voilà, dans leur interaction et tout ça, qui ne va plus avoir après. Mais en fait, c'est typiquement, comme tu disais Olivier, c'est un film du dimanche soir qu'on peut regarder en famille et qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Et donc, moi, je conseille ce film aux gens qui ont envie de voir un film d'aventure qui se prend pas la tête, qui est sympathique, où vous allez rire et vous allez en prendre plein les yeux aussi. Donc, je pense que vous pouvez regarder ce film-là dans les mêmes conditions dans lesquelles vous regardez un Indiana Jones, en fait. Oui, c'est totalement, c'est ça, ouais. Oui. Avec voilà, peut-être des acteurs moins connus et une réal qui est peut-être un peu parfois moins léchée ou différente, mais globalement, oui, vous serez dans le même mood à regarder La Momie ou un Indiana Jones. Et on pourrait même, toi, quitte à choisir entre un La Momie ou un Benjamin Gate, je préfère regarder un La Momie. Benjamin Gate, on est déjà dans un cinéma plus moderne, plus ancré vraiment plus dans l'Amérique. Enfin, même s'il y a un côté un peu aventurier, etc., La Momie, c'est
mieux. Ouais. En vrai, j'ai plus trop d'images de Benjamin Gate, je me souviens plus trop. Je me suis lancé dans un truc, je sais pas trop. Non, mais je suis d'accord, mais tout simplement, quand moi on m'a dit. Quand La Momie, c'est un film que j'ai vu quand je devais avoir 10-12 ans. La première fois. Et c'est un film qui m'a marqué parce que, pour être honnête, c'est ma mère qui me l'a conseillé pour le podcast. Parce qu'elle m'a dit que j'avais regardé plusieurs fois ce film quand j'étais plus jeune parce que j'avais vraiment aimé. Et bon, après, Benjamin Gate, je l'ai vu plus tard quand j'étais un peu plus vieux, mais j'ai moins été imprégné. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, tu me mets La Momie ou un Indiana Jones, je vais passer un bon moment. Même si Indiana Jones est hors catégorie. Et il est au-dessus. Mais un Benjamin Gate, je sais que je vais faire autre chose. Je vais regarder mon téléphone, je vais discuter, je vais être moins pris dans le film. Parce que y a ce côté de dynamisme qui tue un peu les personnages et dont on s'attache moins à eux. Alors que pourtant, on retrouve de ce que je me souviens de Benjamin Gates, il y a quand même encore cet humour. Enfin, il est filmé peut-être différemment, ça je saurais pas dire, je me souviens plus du tout. Mais il y a encore un héros à peu près décomplexé, bon, qui solutionne tout le temps et tout machin, avec une belle brochette d'acteurs en plus, entre Nicolas Cage et Ed Harris, je crois, dans un des deux. Mais ouais, il y a moins d'empathie peut-être sur un Benjamin Gates que sur un La Momie ou un Indiana Jones, évidemment. Ouais, totalement. Et puis c'est la même construction. Il y a un héros qui sait plus ou moins tout faire. T'as un personnage féminin qui est très intelligent, qui a des connaissances pas illimitées mais presque, et on a un troisième personnage qui a un sidekick rigolo. Donc c'est plus ou moins les mêmes constructions, comme on avait ces constructions-là un peu dans Indiana Jones. C'est juste que le cinéma a évolué et peut-être que on le ressent différemment. Tout simplement. Après, c'est pas des mauvais films, hein, mais c'est pas des films que je conseillerais à des gens comme je peux conseiller La Momie. Mais en tout cas, non, c'était un très très bon film et j'ai l'impression que nous trois, on a passé un bon moment à le regarder et à enregistrer ce podcast, ça nous a pas fait mal comme d'autres films. Comme d'autres. Et Voilà, il est plus court, nom d'une pipe. Ouais, il est court, mais... Ouais, mais il dure quand même 2 heures. Hein. Non, je parlais pas du film, je parlais du podcast. Ah, du podcast. Oui, il est un peu plus court. Ouais, et là, je pense qu'on on va tout simplement conclure. Oui. On tient à remercier toutes les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci. Ouais, aux personnes qui commentent. Il y a beaucoup de bienveillance et ça nous fait vraiment plaisir. Moi, c'était ma première fois en tant que présentateur et j'avoue que j'avais un peu le trac. Et non, en fait, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier, parce que je sais que tu as un regard. Vu que t'en as déjà fait 10, t'as cette expérience que nous, on n'a pas. Wow. Ouais, non, mais je suis le vieux sage du groupe, c'est vrai, il faut le dire. Sage, je sais pas. Vieux, peut-être, mais sage, je suis pas sûr. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu t'en es bien sorti? Tu t'en es pas bien sorti? Envoie-moi des fleurs, s'il te plaît. Kevin, c'était absolument génial. J'ai passé un moment, c'était aussi bien que la fois où t'es venu dormir à la maison. Oh là là, c'était un super bon moment en plus. Ok. Mais bon, on va conclure parce que Vivien se sent un peu exclu, on peut le comprendre. Un jour, on le fera à 3, Vivien, t'inquiète. Waouh, et non, donc, c'est vrai. non, juste pour donner un peu de clarté là, s'il vous plaît. Il y aura pas de clarté, tu restes dans ta merde. Non. Ferme-la, beau-frère, ferme-la. Voilà. Je sais plus si on l'a déjà dit ou pas, mais voilà, Kevin et moi, on se connaît depuis 6 ou 7 ans maintenant. On s'est rencontrés de par mon métier, encore une fois, et on a accroché tout de suite par le biais du cinéma, d'ailleurs, qui était complètement hors contexte. Et on est devenus tout de suite très très copains. Vivien, je te connais depuis quand même une paire maintenant aussi, hein, ça va faire 5-6 ans aussi. De plus loin, parce que on se voyait moins avec Vivien. Mais, et Vivien et Kevin ne se connaissent pas, au-delà de l'émission, ils ne se sont jamais vus. Avec les conditions actuelles, c'est encore plus compliqué. On espère pouvoir un jour faire un truc différent, ou même en off, sans vous, chers auditeurs, mais qu'ils puissent au moins se rencontrer. Je le filmerai. Mais voilà, donc non, Vivien, t'es pas exclu. Et des fois, les gens ont peut-être cette impression-là. Je sais pas comment ça rend en vrai, comment les gens ressentent ça. Mais voilà, Kevin, Vivien ne se connaissent pas. Moi, je connais les deux, mais ensemble, tous les trois, on ne s'est jamais retrouvés en bulle tous les trois physiquement. En tout cas, on nous a jamais fait la remarque qu'on sentait cette distension. Moi, mais nous, de notre côté, en tout cas, on est tous. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc, Non, on est très friendly, il n'y a pas de souci. On rigole bien. Exactement. Donc, on va conclure sur ces mots c'est sage. plein d'espoir et joyeux.
en rappelant que la semaine prochaine, du coup, c'est une purge, c'est ça, si je me trompe pas? C'est ça. C'est un film moins appréciable, on va Ouais. dire, Ouais. pour rester dans le politiquement correct. Et Olivier nous fera sa première présentation. On a hâte. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte. Et tout simplement pour finir, on vous remercie de nous écouter. Et puis on vous dit, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. À la Salut. semaine prochaine, du coup. Salut, bisous.